Introduction à l'ingénierie de données. Donc, aujourd'hui, on va un peu parler de l'ingénierie de données, ce que c'est que l'ingénierie de données. Euh, et pour cela, on va suivre le plan suivant. Donc, on va faire une petite introduction. Ce sera principalement un rappel de certaines notions que nous connaissons déjà, mais ce serait bien de délimiter ce de quoi nous allons parler. Pour ne pas trop se mélanger, on va revenir sur des concepts, des petites ambiguïtés et je vais essayer de donner mon point de vue là-dessus. Par la suite, on va voir concrètement, donner des concepts, expliquer ce que c'est que l'ingénierie des données. Par la suite, on va voir le rôle de l'ingénieur de données, quel est son travail, quelle est sa responsabilité. Ensuite, on va voir les compétences nécessaires pour être un bon ingénieur de données. On va voir les outils que l'ingénieur utilise pour son travail et on va finir avec quelques challenges que l'ingénieur de données a, peut faire, auxquels l'ingénieur de données peut faire face pendant son travail. En introduction, bon, je pense que ce soit nécessaire de définir la donnée. Nous connaissons déjà tout ce que c'est que la donnée. Euh, Je voulais juste faire un petit, je voulais qu'on se situe exactement. Quelle est la différence entre le data analyst, le data scientist, le data ingénieur? Parce que il y a souvent cette ambiguïté, on n'arrive pas à différencier quel est le rôle de chacun. Alors, le data analyst, lui, principalement, son travail, c'est de d'analyser des données qui ont déjà été préparées. Donc, c'est-à-dire de restituer de l'information, ressortir de l'information qui existe dans la donnée. Euh, Le data scientist, lui, il utilise des méthodes statistiques pour faire des prédictions ou alors faire des analyses poussées avec des méthodes mathématiques et statistiques. Le data engineer, lui, par contre, est un peu comme la base de ces deux autres rôles. C'est-à-dire, le data engineer, lui, il est en charge de préparer la donnée, c'est-à-dire de collecter la donnée, nettoyer la donnée et préparer la donnée, faire en sorte que la donnée soit propre pour que ces deux autres rôles utilisent. En quelque sorte, le data ingénieur est, comment je vais dire, la personne qui implémente ce que l'architecte de données fait. Donc, pendant la première présentation, on nous a présenté les architectures de données, les architectures des modern data platform. Et je vais juste opter pour dire que bon, cette architecture qui a été mise en place est principalement implémentée par le data engineer. Donc, c'est-à-dire le choix des outils utilisés et la plateforme, le type de plateforme qui va être mise en place. C'est l'ingénieur de données qui met tout ça en place. Et toute cette plateforme sert à préparer la donnée pour son utilisation. Donc, à la limite, c'est vrai que souvent, il part plus loin, mais l'ingénieur de données, sa responsabilité, c'est de préparer la donnée. Une fois la donnée est prête, il laisse pour que d'autres personnes utilisent. Généralement, l'ingénieur de données n'utilise pas la donnée, bien que souvent par abus, c'est le cas. Bon, c'est juste cette différence que je voulais faire. Donc, aujourd'hui, on va faire une présentation sur la préparation de la donnée. Donc, quels sont qu'est-ce qui entre en jeu pour pouvoir prendre des données brutes des différentes sources, peu importe le format, la forme et le type de données que c'est, et de faire en sorte que cette donnée soit prête à être utilisée, notamment par les analystes et les data scientists. Donc, cet éclaircissement étant fait, on va entrer dans le vif du sujet. C'est quoi l'ingénierie de données? Alors, on voit dans l'image là les différentes sources. On peut voir plusieurs sources de base, plusieurs bases de données. Bon, c'est pas forcément des bases de données, ça peut être des fichiers, ça peut être des systèmes, ça peut être des sites web, des réseaux sociaux. Donc, ces différentes sources passent par un engrenage, tout un mécanisme, un certain nombre de techniques d'opération, de procédures, et par la suite sont déposées dans une destination. Donc, généralement, ça peut être un entrepôt de données, un data warehouse ou alors un data lake
ou alors une base de données. Bref, c'est un dépôt central ou alors plusieurs dépôts qui servent de base centrale pour les données du client. Par client, je veux dire la personne qui veut traiter sa donnée. Ça peut être l'entreprise dans laquelle tu travailles. Ça peut être un client, c'est-à-dire votre entreprise offre des services de data engineering à une autre entreprise. Donc, bref, la personne qui souhaite analyser ces données ou alors utiliser ces données, c'est-à-dire pour augmenter de la valeur à son activité, forcément doit passer par ce processus de data engineering, qui est ce processus de traitement, de nettoyage, nettoyage et traitement de données et d'entreposage de données pour le préparer pour son utilisation. Donc, l'ensemble des techniques, des procédures, des opérations qui ont pour objectif la création d'un flux et des interfaces pour la mise à disposition de la donnée. Donc, c'est-à-dire, le data engineer crée ce qu'on appelle un data pipeline. Donc, c'est-à-dire, c'est un flux de données qui va permettre à la donnée de quitter de sa source et de transiter à sa destination qui est souvent l'entrepôt ou alors le lac de données, de façon à ce que la donnée soit à la fin intègre, sécurisée et et complet, donc c'est-à-dire que les données ne soient pas perdues en chemin. Donc, maintenant qu'on sait exactement ce que c'est que l'ingénierie de données, c'est quoi le rôle de l'ingénieur de données? Donc, quel est son rôle? Quel est le travail exactement qu'il fait? Alors, très souvent, on va comprendre les termes ETL dans l'ingénierie de données qui veut dire extract, transform, load. C'est-à-dire on extrait la donnée de sa source et par la suite on fait des transformations et par la suite on charge les données dans sa destination. Donc pour ce faire, il faut ingérer la donnée, c'est-à-dire prendre les données de sa source. Ça peut être des fichiers, comme j'ai dit, ça peut être des bases de données, ça peut être des réseaux sociaux ou peu importe la source de la donnée. Il y a une procédure d'ingestion, c'est-à-dire la lecture de la donnée de sa source. C'est ça, cette procédure d'ingestion. L'ingénieur de données est chargé, et c'est de sa responsabilité de lire cette donnée, euh, peu importe sa forme, si c'est des connecteurs qu'il doit utiliser, s'il y a des outils spécifiques qu'il doit utiliser, il est chargé de pouvoir récupérer ces données. Par la suite, il y a des transformations, des traitements qui sont faits sur la donnée. Euh, Nous allons tous convenir, si nous avons traité avec des systèmes transactionnels, des systèmes métiers, les systèmes qui créent, qui produisent la donnée sont très souvent, dans les normes, on dit, bon, il faut qu'une base de données soit respectée les trois formes normales, mais beaucoup de systèmes ne le respectent pas. Donc, du coup, les données qui en ressortent sont pas mal, sont, disons, ne sont pas propres. Il y a des données il y a des données qui manquent, il y a des données qui ne sont pas cohérentes. Donc, cette étape de transformation, de, ça nous permet d'effectuer un certain nombre de traitements sur la donnée. Donc, c'est-à-dire ces données que nous venons d'ingérer sont traitées. Donc, on peut peut-être, je sais pas, ajouter, retirer des colonnes inutiles. Il y a un certain nombre d'opérations qui sont possibles, que c'est possible d'effectuer. On peut, par exemple, dépendant de la demande ou alors les objectifs de l'entreprise, on peut peut-être remplacer les valeurs nulles par zéro, ainsi de suite. Bref, il y a un certain nombre de transformations et de traitements qu'on peut faire pour préparer la donnée pour l'utilisation. Donc, toute cette transformation, tous ces traitements sont faits par l'ingénieur de données. Par la suite, maintenant, il y a le stockage de la donnée dépend du type de données que nous sommes en train de traiter. Donc, l'ingénieur de données, lui, dépendant du type, va mettre en place le système de stockage. Ça peut être un file system, ça peut être une base de données,
dépendant du type de données, ça peut être une base de données SQL ou NoSQL, ça peut être un bucket, ça peut être sur cloud, ainsi de suite. Donc, l'ingénieur de données doit mettre en place le système de stockage qui va recevoir les données qui sont déjà traitées. Donc, comme je disais, à côté de ce système de ETL qui est l'activité principale de l'ingénieur de données, comme nous avons dit, l'ingénieur de données, principalement, son activité, c'est de récupérer la donnée à sa source et effectuer certain nombre de transformations, de traitements dessus et l'entreposer c'est-à-dire et le stocker quelque part. Stocker la donnée prête à être utilisée quelque part. Principalement, ça c'est, disons, le scope de l'activité de l'ingénieur de données. Mais à côté de ça, on sait bien, il y a un certain nombre de choses à prendre en considération pour que cela soit, comment je veux dire, pour que soit propre, quoi, pour que ce soit quelque chose de, je veux parler notamment quand je parle de management, je veux parler de la gestion des choses comme la sécurité, le monitoring de la donnée, s'assurer de la complétude de la donnée, ainsi de suite. C'est ça que je mets dans ce volet management. Donc, le management, donc, ça veut dire, il doit manager son pipeline. D'abord, il doit s'assurer de la complétude de la donnée. Donc, c'est-à-dire les données qu'il reçoit des sources, il doit s'assurer que les données là sont les mêmes, ou alors c'est la même quantité, ou alors c'est les mêmes données qui arrivent à la destination après traitement. Donc, c'est-à-dire, je vais prendre peut-être j'ai une table de vente de 1 million de lignes. Il ne faut pas que je reçoive, j'ingère 1 million de lignes et que dans mon entrepôt ou alors dans la destination, ça peut être un fichier dans la destination où je suis en train de déposer. J'ai 900 000 ou 800 000 lignes. Ça, j'ai eu à perdre des données pendant mon traitement. Ou alors, dans mon pipeline, il y a fuite de données. Donc, je dois m'assurer qu'il n'y ait pas ce genre de scénario. C'est vrai qu'il y a des agrégations qui existent, mais on suppose qu'on n'a pas fait des agrégations. On doit avoir la même donnée en entrée et en sortie. On doit s'assurer qu'on ne perde pas les données. Donc, notre pipeline doit être étanche. Il ne doit pas avoir de fuite de données. Notre donnée doit être sécurisée. Donc, c'est-à-dire les données qui entrent dans notre pipeline doivent pouvoir être accessibles seulement par ceux qui en ont l'autorisation d'y accéder. On doit pouvoir monitorer notre système. Donc, c'est-à-dire savoir quels sont les services, euh, les composants de notre pipeline qui sont en marge, qui ne sont pas en marge, qui sont susceptibles de faire en sorte que notre pipeline ait un problème euh, quelconque. Donc, c'est-à-dire on doit pouvoir monitorer les services et monitorer tout ce qu'il y a dans notre pipeline. Bon. À côté du management maintenant, je vais dire, souvent, l'ingénieur de données peut être appelé à approvisionner l'utilisateur, c'est-à-dire euh, l'utilisateur de la donnée n'a pas forcément les compétences pour venir puiser dans, je sais pas trop, dans ce que nous appelons dépôt de données. Ça peut être un data lake, ça peut être un data warehouse, ça peut être un système de fichiers où on déverse juste les fichiers. Souvent, la personne qui doit utiliser la donnée, le data analyst, n'a pas peut-être les compétences pour venir écrire des requêtes SQL pour lire dans notre base de données ou alors il n'a pas peut-être les compétences cloud pour pouvoir lire dans notre base ou notre pocket qu'on a mis sur le cloud pour entreposer nos données. Donc souvent, le data ingénieur est appelé à approvisionner, donc c'est-à-dire à envoyer les données chez l'utilisateur sous le format qu'il souhaite pour pouvoir permettre à cet utilisateur de faire son travail. Donc c'est-à-dire l'architecte de données peut définir que non, ok, on va utiliser un data warehouse, base de données relationnelle sous SQL Server par exemple, mais notre je sais pas, le data scientist, lui, forcément, lui, il ne sait pas, il ne va pas manipuler SQL Server, donc il ne sait pas exactement ce qu'il faut faire pour venir récupérer la donnée. Donc, le data ingénieur peut être appelé
récupérer la donnée dont il a besoin et le mettre sous le format qu'il veut, peut-être sous CSV, peut-être sur Excel, pour que lui il puisse se connecter directement euh, tel qu'il sait le faire. Donc ça, c'est souvent appelé, bien que ce soit un peu hors du scope du data engineer, mais le data engineer souvent est appelé à faire ce genre de travail. Donc ici, en extra, ce que je veux dire, c'est euh, laissant le fait qu'on parte un peu au-delà du scope du data engineer, le data engineer est souvent appelé à faire autre chose qui n'est carrément pas son travail. Là, je veux parler peut-être de préparer la donnée pour le client. Le client, je veux dire, c'est les utilisateurs, le data analyst ou le data scientist. À préparer les données, je veux dire, souvent, pour faire peut-être de la data science, il faut les données sous un certain format ou alors il a un certain nombre de colonnes qu'il veut et il veut les données déjà préparées. Donc, c'est-à-dire, si nous sommes tous familiers avec le procédure les procédures de data science, on sait il y a une phase de préparation de données. Donc, souvent, le data engineer est appelé à préparer la donnée pour le data scientist, c'est-à-dire, et on retire une partie du travail. Le data scientist, on transfère ça au data engineer. Le data engineer souvent peut être appelé dans certaines organisations. Chaque entreprise, chaque client définit le job description de son data engineer, mais déjà en tant que data engineer, il ne faut pas être surpris si un jour on te demande de préparer peut-être des données pour un data scientist. Aussi, le data engineer peut être appelé à trouver de nouvelles sources de données. Non, pas, ici, là, je parle principalement pour les entreprises qui ont comme activité principale la commercialisation de la donnée. Euh, Par exemple, donc, on peut demander à un data engineer de potentiellement trouver des nouvelles sources de données parce que puisque le business de l'entreprise, c'est la donnée. Donc, le data engineer, après avoir, il a déjà mis son pipeline en place, il peut travailler sur l'étude du marché pour détecter quelle est une source potentielle de données qui nous permettra d'enrichir notre base et ainsi offrir plus de valeur à l'entreprise. Donc, tous ces points forment en gros un peu les activités principales du data engineer. Donc, pour résumer cela schématiquement, on peut voir les différentes sources de données où vous voyez streaming. Donc, on a streaming, database and files, application. Donc, streaming sont des sources de données qui viennent en temps réel. Donc, c'est-à-dire en real time. Ça peut être des messages des réseaux sociaux, ça peut être des streaming, peut-être même des audios ou des vidéos d'une application. Donc, on a des bases de données, on a des fichiers, on a des applications. Donc, voilà la première étape qui est l'ingestion. Le data engineer ingère les données. Les données qui sont ingérées sont ensuite traitées. Donc, c'est-à-dire dans cette phase d'intégration, tu vois, il y a une sorte de filtre qui essaie de faire des traitements, il retire ce qui est inutile, il ajoute ce qui est utile. Euh, et par la suite, maintenant, il stocke ça, donc, soit dans un data lake, soit dans un data warehouse, un data lake house. Donc, le lake house qu'on voit, c'est juste une combinaison entre le lake et le warehouse. Et maintenant, il peut aussi être amené à approvisionner. Donc, provisioning, donc, c'est-à-dire la provisionne les gars qui font soit du business intelligence, soit les gars qui font de la data science, et même les gens qui font du self-service analytics. Donc, c'est le métier qui fait de la BI, le métier même qui fait de la BI par lui-même. À côté, maintenant, on a vu le volet management où il gère la gouvernance, la qualité, privacy, la protection de la donnée et tout ce qui va avec. Bon, maintenant, il y a une partie, ce qu'on appelle le data ops. Le data ops, c'est juste, c'est un peu comme l'automatisation du process, c'est-à-dire la mise en place d'un certain nombre de process avec un certain nombre d'outils qui nous permettra de ne
plus devoir intervenir manuellement dans la chaîne la chaîne de production de la donnée, donc c'est-à-dire dans le data pipeline. Donc, automatiser notre data pipeline, c'est un ensemble de méthodes qu'on appelle le data ops. Donc, nous venons de comprendre quelles sont les activités de l'ingénieur de données, qu'est-ce qu'il fait, quelles sont ses responsabilités. Maintenant, on doit voir quelles sont les compétences nécessaires, quels sont les skills, de quoi a-t-il besoin, qu'est-ce qu'il a besoin, de quoi a-t-il besoin comme skill pour pouvoir euh, euh, correctement ou alors, disons, pleinement accomplir son job, c'est-à-dire pleinement faire son job de façon très efficace. Donc, cette liste, c'est une liste un peu personnelle, donc ça peut varier, vous pouvez regarder sur certains sites, mais pour moi, principalement, l'ingénieur de données doit être un bon programmeur. Donc, il doit être bon en programmation d'abord, programmation ou scripting. Donc, par scripting ou par programmation, programmation, je veux dire, c'est-à-dire en développement d'applications, c'est-à-dire il doit pouvoir utiliser un langage de programmation pour pouvoir développer ne serait-ce qu'une petite application qui effectue, c'est-à-dire qui fait une certaine fonctionnalité. Le data engineer, très souvent, va se retrouver dans des situations où l'outil qu'il utilise ne remplit pas pleinement ou alors à 100% son besoin. Disons, c'est très rare de trouver un outil qui va remplir à 100% le besoin d'un ingénieur de données en particulier. De chaque ingénieur de données a son besoin et, et, et c'est un peu unique pour chaque pipeline de données, c'est un peu unique. Donc, c'est très difficile de voir un outil qui va remplir à 100% tous tes, tous tes besoins. Donc, puisque il ne remplit pas 100%, c'est là où la programmation entre en jeu, parce que la plupart de ces outils nous offrent des interfaces pour pouvoir étendre les fonctionnalités en programmant nos fonctionnalités nous-mêmes. Donc, l'ingénieur de données doit être bon en programmation. Il doit pouvoir développer ne serait-ce que des petites applications, pouvoir parler aux petits problèmes, des petits programmes pour parler aux petits problèmes dans les petits manquements qu'il trouvera dans l'outil qu'il utilise. Parce que, comme je dis, c'est difficile de trouver un outil qui va te satisfaire à 100%. Donc, la programmation ou alors le scripting, donc c'est-à-dire utiliser peut-être des langages de script. Ça peut être peut-être des script système comme le Bash, le Shell, ou alors des langages de script comme le Python, ou alors Python, Perl, des langages de script qui nous permettent d'écrire des petits scripts qui effectuent des très petites tâches euh, qui nous permettent de compléter en fait les outils que nous utilisons. Euh, à côté de ça, le data engineer doit maîtriser les systèmes d'exploitation. Je mets système d'exploitation, operating systems et cloud computing. En fait, ce de quoi je veux parler ici, c'est la plateforme sur laquelle est déployé ton, ton, ton data pipeline ou alors ton architecture, ton data architecture, ton data platform. Donc, généralement, on a des plateformes soit on-premise, soit sur le cloud. Et quand c'est on-premise, c'est forcément implémenté sur un système d'exploitation. Quand c'est sur le cloud, bon, c'est dans le cloud. Il faut comprendre le cloud computing. On n'a pas besoin de comprendre les systèmes qui sont derrière. En gros, ce que je veux dire, c'est que tu dois comprendre le système sur lequel ta plateforme est implémentée. Parce que très souvent, on rencontre des erreurs qui sont liées au système. Donc, il faut comprendre comment le système fonctionne, comprendre peut-être les services qui tournent sur le système, comprendre un certain nombre de choses sur ton système d'exploitation pour savoir exactement que non, si mon outil se comporte de cette façon, c'est probablement à cause du système sur lequel c'est installé. Pareil pour le cloud, il faut comprendre le fonctionnement du cloud, comprendre le cloud computing, comment est-ce que le cloud computing fonctionne pour que ta plateforme qui est implémentée sur le cloud, tu puisses comprendre son fonctionnement. Il ne faut pas que ça se comporte d'une certaine façon et tu ne sais pas exactement pourquoi ça se comporte comme ça parce que tu ne comprends pas en fait le fonctionnement du cloud computing. C'est justement dans ce point, c'est la plateforme sur laquelle ton data platform est implémentée. Tu dois comprendre ce système pour pouvoir rapidement résoudre ce problème.
liées à ton système implémenté. Donc, je prends un exemple, par exemple, dans le cloud computing. Si tu as bon, bon, dans le cloud computing, on a je prends par exemple Azure, on crée des souscriptions pour pouvoir créer peut-être un service ou alors créer une ressource, il faut avoir une souscription. Donc maintenant, imagine que il y a une ressource qui a été créée et par la suite la souscription a été détruite et que tu es en train de travailler sur la ressource et tu retrouves et tu as un problème. Si tu ne comprends pas en fait le fonctionnement du cloud computing, tu vas te retrouver avec un problème dont tu ne sais pas, tu ne connais pas l'origine et tu vas passer peut-être une journée là à essayer de débugger un problème que tu aurais pu savoir que non, ça c'est un problème parce que peut-être il y a un problème avec ma ressource avec la souscription qui a été créée. Donc c'était un peu pour donner un petit éclaircissement sur ce deuxième point de operating system et cloud computing. Par la suite, maintenant, l'ingénieur de données doit comprendre les concepts de data warehousing, d'entreposage de données. À côté de ça, de database systems, parce que l'entreposage de données a à voir à 4, disons, bon, je ne vais pas donner un chiffre bête, mais disons, une grosse partie de l'entreposage de données a à voir avec les systèmes de base de données. Bon, ça peut être des systèmes structurés, ça peut être semi-structurés, donc soit SQL, soit NoSQL. Bon, des différents concepts de data warehousing, donc c'est-à-dire l'entreposage de données, les schémas d'entrepôt de données, comment est-ce que les entrepôts de données sont designés. Tous ces différents concepts doivent être maîtrisés par l'ingénieur de données parce que c'est lui qui implémente l'entrepôt de données. C'est lui qui détermine comment est-ce que sa donnée sera entreposée. C'est lui qui dit comment est-ce que quelle donnée va aller dans quel système, quelle donnée sera dans une base de données, quelle donnée sera dans un file système sous forme de fichiers, ainsi de suite. L'entreposage de données, c'est un concept et les systèmes de base de données, ce sont des concepts que l'ingénieur de données doit pleinement maîtriser pour bien faire son travail de stockage, de stockage de données. Cette donnée qui a déjà été traitée, il doit pouvoir stocker cette donnée. Maintenant, en quatrième, on a automation, l'automatisation, le data ops. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, tu ne veux pas, l'ingénieur, tu ne veux pas ingérer les données chaque jour, c'est-à-dire aujourd'hui, je ne vais pas exécuter un process qui va collecter la donnée, j'exécute encore le process qui va traiter la donnée, j'exécute le process qui va stocker la donnée, ainsi de suite. Chaque jour, je fais ça, non. Tu dois avoir des skills de pouvoir mettre en place des systèmes qui vont automatiser ces process. Donc, c'est-à-dire des systèmes qui vont faire en sorte que si ce sont je sais pas, des scripts qui peuvent collecter les données, si c'est un outil en particulier, si c'est un job, tu dois avoir des skills pour pouvoir mettre en place des systèmes pour pouvoir automatiser tout ce process. De telle sorte que, à la fin de la journée, l'ingénieur de données qui a bien fait son travail, doit juste se focaliser sur le monitoring, donc c'est-à-dire s'assurer que sa donnée, que tout se passe bien, gérer des incidents et tout ce qui va avec. Mais l'ingénieur de données, il doit pouvoir implémenter un process une seule fois et automatiser ce process. C'est-à-dire, dès qu'il implémente le process, il met en place un système qui automatise le process et tout ce qu'il a à faire au jour le jour, c'est de monitorer, c'est-à-dire de surveiller et de régler des problèmes, des éventuels problèmes. À côté de ça, maintenant, comme on a dit par extension, l'ingénieur de données peut être appelé à faire autre chose qui n'est pas trop dans son scope, notamment du data analysis, du machine learning. Dans la préparation des données de machine learning, forcément, tu dois avoir quelques notions en machine learning. Si tu dois préparer des données pour quelqu'un qui veut faire des analyses, tu dois comprendre un peu le concept. Donc, peut-être pas de façon détaillée, mais au moins les différents concepts, tu dois au moins comprendre les différents concepts d'analyse de données et de machine learning au moins pour pouvoir faire ce travail. Donc, à côté, il y a tellement de soft skills qu'il doit avoir, mais
Et j'ai noté ces deux, du critical thinking, parce que je pense que c'est très important pour un ingénieur de données de pouvoir penser de façon créative. Le critical thinking, c'est de pouvoir penser de façon critique, c'est-à-dire brainstormer, c'est-à-dire vraiment penser et de créer des solutions plus ou moins innovantes. Donc, nous avons des outils qui existent, mais l'utilisation de ces outils n'est pas, n'est pas figée. Les outils sont très, très dynamiques, très, très flexibles et leur utilisation peut varier. Donc, l'ingénieur de données doit pouvoir penser de façon, faire un critical thinking, de telle sorte que il trouve toujours les méthodes, les solutions les plus optimales pour son problème. Donc ça, c'est là où le critical thinking entre en jeu. Et il doit pouvoir très bien communiquer. Donc, c'est-à-dire l'ingénieur de données doit pouvoir comprendre le besoin du métier. Parce que très souvent, l'entreposage ou alors la structure de la donnée finale est souvent en fonction de la demande du métier. Donc, le métier peut demander peut avoir un besoin en particulier et tu te bases sur ça pour pouvoir choisir quelle sera la forme de la donnée finale. Donc, pour cela, il faut pouvoir communiquer, c'est-à-dire pouvoir communiquer avec le métier, échanger, pouvoir communiquer tes idées et que le métier puisse te communiquer ses idées aussi. Euh, Par la suite, maintenant, nous allons parler des outils. Les outils utilisés par le data engineer. On a vu les activités du data engineer, on a vu les skills, c'est-à-dire les, 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 les compétences nécessaires pour que le data engineer puisse faire son travail. On va maintenant parler des outils que le data engineer utilise pour faire son travail. Euh, pour faire le choix des outils, généralement, si on se fie à notre première présentation d'il y a quelques semaines, le choix des outils se fait généralement par l'architecte de données. Donc, l'architecte détermine comment est-ce que le pipeline doit être implémenté. L'architecture, il détermine l'architecture et il détermine aussi, il choisit aussi les outils. Euh, le data engineer étant celui qui implémente le travail du data architect grandement, c'est-à-dire en grosse partie, euh, doit pouvoir, ou peut-être est souvent appelé à être celui qui doit faire le choix des outils. Donc, et ce choix est basé principalement sur un certain nombre de catégories. Donc, d'abord, le choix des outils que tu dois utiliser doit être en fonction du type de données que tu vas traiter. Donc, il y a des personnes qui traitent des données, ça peut être soit du big data ou le traditional data, c'est-à-dire c'est pas du small data, mais c'est des données qui ne sont pas très volumineuses comme le big data. Les données qu'on a eu l'habitude à traiter, bon, que les personnes qui traitaient les données il y a 20 ans traitaient, c'est des données qui ne sont pas très volumineuses. Si nous avons des données qui sont du big data, qui relèvent du scope du big data, les outils que nous allons choisir pour traiter la donnée ne seront pas la même chose que si nous avons 10 000 ou 15 000 lignes de données à traiter. Aussi, l'autre aspect, c'est aussi le real-time ou le batch. Donc, c'est si les données viennent en temps réel ou si les données viennent en batch. Donc, dépendant ce facteur, les outils utilisés vont varier. Là, à côté du type de données, il y a la plateforme sur laquelle nous allons implémenter la donnée. Donc, comme j'ai dit, ça peut être soit sur le cloud, soit on-premise. On-premise, ça veut dire qu'on prend nos outils, on installe sur nos serveurs en local et on les utilise. Ou alors, il y a des plateformes qui sont basées sur le cloud, donc c'est-à-dire des plateformes propriétaires qui sont hébergés sur des serveurs sur Internet et dont nous utilisons juste les services. C'est-à-dire, nous offrons une plateforme à ce service que nous utilisons. Donc, soit c'est sur le cloud, soit c'est on-premise, dépendant de ce que nous voulons. Le choix des outils est différent. Aussi, sur le coût, donc c'est ce que nous sommes prêts à dépenser pour la mise en place de notre pipeline, de notre architecture de données, de notre plateforme de données.
Il y a des solutions qui sont propriétaires, c'est-à-dire sont payants, souvent très chers, et il y a des solutions qui sont open source, c'est-à-dire sont libres et gratuits. Donc, dépendant de cela, dépendant de cette catégorie, dépendant du coût, ce que nous sommes prêts à mettre en jeu, le choix des outils peut aussi varier. Donc, on va regarder ici là quelques outils populaires. La liste n'est pas exhaustive, très loin d'être exhaustive même, mais juste des exemples pour qu'on voie un peu et ceux qui veulent faire des recherches un peu plus avancées sur l'utilisation de ces outils peuvent le faire. Donc, pour l'ingestion et le traitement des données, ce qu'on appelle les ETL. Donc, très souvent, nos outils d'ingestion viennent une fois avec des composants ou alors des fonctionnalités de traitement de données et par la suite, on peut stocker ça quelque part. Hein, c'est-à-dire l'outil qu'on utilise pour lire la donnée à partir de la source, très souvent vient, très souvent, toujours, je vais dire, tous les outils d'ingestion de données ont des composants ou alors des fonctionnalités de traitement de données qui nous permettent d'effectuer un certain nombre d'opérations, comme nous avons dit plus tôt, sur la donnée. Donc, j'ai catégorisé ici là selon certains critères et j'ai omis de mettre le cloud parce que il y a des solutions qui sont basées sur le cloud et la plupart de ces solutions contiennent, disons, toute une suite d'outils disons, qui sont qui contiennent c'est-à-dire presque tous les outils de toutes les différentes phases, de toutes les différentes activités pour un ingénieur de données. Donc, des plateformes comme Google Cloud Platform et AWS et Azure et Snowflake et tout ça. Je les ai pas cités ici là, je vais juste les citer par la suite pour qu'on sache qu'ils sont là. Mais ce qu'il y en a, c'est que toutes ces plateformes-là contiennent tous les outils, donc c'est-à-dire à partir des outils d'ingestion, de traitement, des entrepôts de données, des outils pour le monitoring, bref, tout ce qui a à voir comme outil pour un data ingénieur, ces suites les contiennent. Donc, ce sont des suites, ce sont des solutions propriétaires et payantes et pour la plupart basées sur le cloud. Donc, ici, on va voir des outils en fonction du type de données et en fonction du prix ou alors du coût de ce que nous sommes prêts à mettre à notre disposition. Donc, on a du real-time, on a du batch. Les outils en real-time et en open source, c'est-à-dire les outils qui sont capables d'ingérer des données en temps réel, c'est-à-dire les données qui viennent après chaque seconde ou alors plusieurs fois en une seconde ou alors après quelques secondes. Dans les outils, les quantités massives de données qui viennent assez fréquemment, c'est ce qu'on appelle du temps réel. On a des outils comme Kafka, des outils comme Logstash, des outils comme Spark principalement pour le traitement. Spark n'ingère pas les données, mais lui, il traite les données sur les systèmes distribués, les données massives sur les systèmes distribués. Sous forme de batch, on a Nifi qui ingère les données en batch. Certains de ces outils, un peu comme Nifi, peuvent aussi gérer du temps réel, mais ils ne sont pas très adaptés pour le temps réel. Ils sont plus adaptés pour le batch. C'est pour ça que quand on veut faire du temps réel, on préfère utiliser des outils qui ont été conçus spécifiquement pour l'ingestion des données de temps réel. Les outils comme Nifi, Talend, Pentao peuvent facilement être utilisés pour gérer les données, ingérer des données en batch. Donc, c'est-à-dire le batch, c'est-à-dire un lot de données à la fois. C'est-à-dire on ingère tout un lot, peut-être les données de toute une journée, on les traite et on les entrepose. Donc, c'est un peu ça. Donc, ça, c'était les outils open source, c'est-à-dire sont libres et gratuits. Et il y en a des outils qui sont propriétaires, qui sont managés et pour la plupart, bon, beaucoup sont sur le cloud. C'est vrai qu'il y en a qui sont on-premise. Donc, en real time, il y a Evodata, Confluent, Streamset. Ce sont des solutions propriétaires, c'est-à-dire payantes. Pour les utiliser, ils ont une grille tarifaire qu'on va payer pour les utiliser.
et ils sont utilisés pour gérer du real-time. Pour gérer du batch, comme j'ai dit, il y en a qui peuvent aussi gérer du real-time, mais ils sont plus adaptés à gérer l'ingestion en batch. Donc, on a le Microsoft Integration Services, Informatica, Data Stage. Maintenant, un petit plus que je voulais ajouter, c'est une notion, ce qu'on appelle les data shippers. Les data shippers, c'est un outil qui est extrêmement léger, simple d'utilisation et simple de configuration et qui nous permet uniquement dans son seul objectif, c'est de pouvoir envoyer des données à une destination précise. Donc, les data shippers, eux, ils ne sont pas installés sur notre plateforme de données. Les data shippers sont installés sur la source de données. Et lui, son objectif, c'est de rapidement envoyer les données à la source. Le plus du dataship, c'est que il est bien pour ingérer les données qui n'ont besoin d'absolument aucun traitement, aucun traitement. Donc, si on a des données à la source qui ont besoin d'être ingérées telles qu'elles sont, sans traitement, sans rien du tout, on peut installer un data shipper qui va prendre les données, peut-être ça peut être des fichiers, il nous envoie les fichiers directement et on prend et on stocke directement. Parce que le data shipper, il ne contient aucun autre composant, il ne fait pas de traitement, il ne fait absolument rien du tout. Alors, on peut prendre un data shipper et l'envoyer. Donc, ça nous permet de gagner en temps et en ressources de traitement. Ça, c'est pour les données qui n'ont besoin, comme je dis, rien, c'est-à-dire absolument aucun traitement. Il prend juste, il envoie et on stocke. Il envoie ça vers une destination. Donc, pour l'instant, le data shipper, que moi je connais, c'est Elastic Beats. C'est rattaché à la stack Elastic, donc c'est-à-dire Elasticsearch. Donc, on a Logstash, Elasticsearch et Kibana. Donc, Elastic Beats, lui, c'est un data shipper qui a été conçu pour Elasticsearch. Donc, Elastic Beats, quand tu l'installes sur la source de données, il envoie rapidement les données sur Elasticsearch qui le stocke directement dans les données qui n'ont pas besoin de traitement. Euh, Souvent, on peut l'envoyer directement avec Logstash, qui est l'outil d'ETL qui, lui, peut effectuer certains traitements avant de le stocker dans Elasticsearch. C'est juste une petite notion que je voulais ajouter à ce volet d'ingestion de données. À côté, maintenant, on a des outils de stockage de données. Dépendant du type de données que nous voulons, nous pouvons stocker les données. Ça peut être des données sous forme de fichiers qu'on va stocker peut-être sur un file system. Ça peut être des données semi-structurées. Ça peut être des données structurées. Donc, en open source, on a un HDFS qui est un file system pour les systèmes distribués. On a Hive, on a HBase, on a Redis, on a Elasticsearch, Elasticsearch. Donc, comme solution propriétaire, comme j'ai dit, ces outils ne sont pas exhaustifs. Il y en a tellement d'autres, c'est juste des exemples. Nous avons des systèmes propriétaires comme Oracle, SQL Server, Informatica, Teradata, ainsi de suite, IBM Infosphere. Maintenant, pour le management, c'est-à-dire le management, comme on l'a dit, à côté de la transformation, l'extraction, la transformation, l'entreposage, il y a un certain nombre d'activités qu'il faut faire, c'est-à-dire il faut assurer la sécurité de la donnée, il faut s'assurer du monitoring, donc c'est-à-dire s'assurer que le pipeline se déroule comme souhaité, il n'y a pas d'erreur. En cas d'erreur, on est alerté, ainsi de suite. Donc, un certain nombre d'outils existent pour faire tout cela. Pour le monitoring, pour les systèmes distribués comme Hadoop, où on a HDFS et tous ces services, et tous les services Hadoop, on a Ambari qui peut être très utile pour monitorer toutes les activités sur le cluster. Sur la stack Elasticsearch, on a Kibana qui nous sert d'outil de monitoring. Et à côté, il y a Prometheus qui peut nous aider sur d'autres systèmes, notamment aussi sur le système HDFS, mais sur d'autres systèmes qui ne sont pas HDFS, qui nous permet de faire de la data gouvernance, c'est-à-dire
monitorer la qualité, la disponibilité de la donnée. Côté sécurité, on a des outils comme Kerberos qui peut nous aider, Ranger, Nox, ce sont des outils qui, une fois implémentés, nous permettent d'assurer la sécurité à un certain nombre de niveaux, l'authentification, l'autorisation, les droits d'accès et ouais, un certain nombre de choses concernant la sécurité de la donnée. Pour l'automatisation de la donnée, comme on a dit, c'est très important de pouvoir mettre en place un flow, un pipeline et de pouvoir l'automatiser, c'est-à-dire pouvoir rester et que le pipeline s'exécute automatiquement tout seul, ne pas avoir à intervenir manuellement pour qu'il s'exécute. Pour cela, on a des outils comme Airflow, on a des Kubernetes qui peut orchestrer euh, des, des outils dans des conteneurs et plein d'autres outils. Donc, comme j'ai dit, j'ai cité quelques suites d'outils. On a AWS qui contient toute une suite d'outils qui nous permettent d'ingérer la donnée, que ce soit en batch ou en temps réel, de traiter la donnée, que ce soit en batch ou en temps réel, d'entreposer la donnée, il gère la sécurité, il gère le monitoring, et ainsi de suite. Donc, chacune de ces plateformes a au moins un outil qui nous permet d'effectuer euh, tous ces, euh, toutes ces différentes activités. Donc, on va terminer cette présentation avec les différents challenges dont fait face l'ingénieur de données. Donc, ces trois points sont un peu cités de façon un peu agrégée. Donc, à l'intérieur de ça, on peut trouver plusieurs points. Le premier point, c'est la stratégie ou la vision de l'entreprise. Quand l'entreprise n'a pas une vision ou une stratégie bien définie, ça devient problématique pour l'ingénieur de données. Dans quel sens? Si l'entreprise décide que, OK, nos données deviennent déjà assez volumineuses, peut-être serait-il bien que nous passons à un système Big Data dans notre pipeline de gestion de données. Euh, du coup, l'ingénieur de données commence à implémenter en utilisant des outils Big Data ou alors, oui, voilà, disons qu'ils jugent qu'ils ne sont pas encore prêts pour le Big Data et l'ingénieur de données commence à implémenter un truc avec un ETL classique, avec SSIS, il utilise un entrepôt Oracle ou alors du SQL Server classique et il a ses reporting, le métier fait le reporting et tout est bien. Et 6 mois plus tard, ils disent non, 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 ce serait plutôt bien qu'on anticipe et qu'on utilise plutôt le big data. Donc, du coup, ça devient problématique pour l'ingénieur de données qui, non seulement doit implémenter un nouveau système, mais doit commencer à trouver les voies et moyens de pouvoir migrer les données qui sont sur l'ancien système sur le nouveau système en s'assurant que les données soient intègres, en s'assurant qu'il n'y ait aucune perte, en s'assurant qu'aucune donnée soit détruite, ça devient problématique pour l'ingénieur du données. Donc, il faut que l'entreprise ait une vision claire, une stratégie claire sur la gouvernance ou alors sur la gestion de sa donnée. De cette façon, l'ingénieur de données sait exactement ce qu'il a à faire, il n'aura pas de problème par la suite. Ensuite, il y a l'architecture de la data platform. Si l'architecture est mal faite, ça devient problématique pour l'ingénieur de données. L'architecture, je prends un exemple. Euh, L'architecte de données décide que je sais pas, ils ont peut-être une application et ils décident que on va utiliser des outils qui vont ingérer les données en temps réel. Les outils qui ingèrent les données en temps réel généralement sont gourmands en ressources. Mais en réalité, peut-être la source de données, c'est peut-être une application ou alors, oui, disons une application qui exporte des données une fois par jour. Et l'architecture est mal faite et il décide que non, on va ingérer en temps réel parce que il se dit peut-être que le temps réel gère le batch, ainsi de suite. Ça, c'est une architecture qui est mal faite. Et de cette façon, s'il n'y a pas assez de ressources pour l'ingénieur de données, il va se retrouver en train de vouloir trafiquer, de vouloir trouver les voies et moyens de pouvoir implémenter un système
de temps réel et pourtant il aurait pu implémenter peut-être un système, mettre un outil en place qui va faire une injection en batch avec les ressources qui sont à sa disposition, mettre un système propre qui va correspondre à la source de données. Donc, si l'architecture, c'est juste un exemple, c'est vrai que c'est pas évident que ce genre d'erreur soit faite par l'architecte de données. Mais je dis juste que si l'architecture de données de la plateforme n'est pas bien définie, ce sera problématique pour l'ingénieur de données qui lui est en charge d'implémenter cette architecture. Euh, il y a maintenant aussi la gouvernance de la donnée. Donc, comme j'ai dit, les activités du data ingénieur, à côté de tout ce qui va avec la mise à disposition de données, il y a la gouvernance, c'est-à-dire, côté de la gouvernance, c'est s'assurer de la complétude, de la qualité, de la sécurité et tout ce qui va avec. C'est souvent un aspect un peu difficile à gérer parce que on ne peut pas anticiper sur ces choses. On ne peut pas anticiper qu'une donnée soit mauvaise. On ne peut pas anticiper euh, qu'il y ait un problème avec un outil, ainsi de suite. Il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas anticiper. Donc, c'est un challenge majeur de pouvoir gérer cette gouvernance de façon efficace pour l'ingénieur de données. Donc, sur ce, voilà la fin de la présentation. Merci pour votre attention. Euh, je suis maintenant disponible pour d'éventuelles remarques, des questions, des suggestions. Merci Joël pour la super présentation. Moi, j'ai la batterie presque faible là. Donc, voilà que j'ai chargé. Par contre, je pose rapidement ma question. Avant de poser ma question, je pense que sur les challenges, comme tu as parlé de migration, si on met une nouvelle plateforme, il ne faut pas oublier qu'il faut aussi former les data engineers sur la nouvelle plateforme. S'il n'y avait pas de plateforme de data, il va falloir former. C'est aussi un challenge dessus. Et ma question même est de savoir quelles sont les carrières ou quelles sont les opportunités de carrière pour un data engineer. Les opportunités de carrière pour un data ingénieur. Alors, nous sommes dans disons, peut-être pas en Afrique, disons pas assez en Afrique, mais nous sommes dans un ère où la donnée devient de plus en plus importante. C'est-à-dire, plus en plus de personnes réalisent l'importance de la donnée, le plus que la donnée peut apporter à leur activité. Euh, Quand tu te projets de carrière, déjà, un data ingénieur, c'est déjà une carrière. Donc, c'est-à-dire, être embauché en tant que data ingénieur dans une entreprise, c'est déjà une carrière. Mais, par la suite, allô? Ah, allô? Oui, quand je dis opportunité de carrière, oui, là déjà, c'est déjà une carrière data engineer, mais on parle d'évolutif. Donc, de Oui, façon évolutive, après oui, qu'il soit un data engineer, quelles sont les autres opportunités qui s'ouvrent à lui dans l'avenir? Parce que peut-être son rôle, ce n'est pas de devenir un data engineer définitivement, quoi. oui, forcément pas. Donc, le data ingénieur, euh, il a l'avantage d'avoir un métier, d'être au centre de plusieurs métiers. Alors, c'est-à-dire le data ingénieur, lui, il gère la donnée et la donnée est au cœur du métier. Donc, je prends un exemple, un data ingénieur qui est un data ingénieur, par exemple, dans une banque. Il gère la donnée de la banque. C'est très probable que demain, il ait une opportunité d'être peut-être un analyste d'un secteur en particulier dans la banque. Je prends un exemple. Un data ingénieur aujourd'hui peut avoir l'opportunité de devenir un data analyst risque. Par exemple, dans une banque, il peut devenir un data analyst euh, je sais pas, un data analyst marketing dans un secteur marketing. Et de là, il peut évoluer en tant que devenir peut-être, c'est-à-dire ça c'est déjà un changement de carrière, il peut changer carrément, il part dans le département marketing et de là il évolue.
En tant que data ingénieur même, il peut devenir peut-être, je sais pas, le chief data officer de son entreprise. Il peut devenir, ainsi de suite, grandir en tant que data ingénieur, c'est-à-dire devenir un manager, un gestionnaire de projet data, devenir un architecte data, donc ainsi de suite, grandir et occuper les postes les plus importants dans le secteur des TIC, donc de la technologie de l'information. Donc, le data ingénieur, lui, il a l'avantage d'être au centre. Il a la flexibilité de pouvoir s'adapter à n'importe quel métier. Et maintenant, à côté de ça, dans le métier même de la TI, des technologies de l'information, il a l'opportunité de grandir en tant que, de devenir, avoir plus de responsabilités, devenir chef de projet, devenir architecte, devenir responsable même de tout le système d'information. Donc, l'ingénieur, le data ingénieur, je pense que c'est une carrière, c'est un poste un peu stratégique. Parce que de là, tu peux vraiment aller n'importe où. Tu peux aller, à mon avis, tu peux aller n'importe où. Il suffit juste de prendre un peu de temps pour étudier la donnée du métier en question. Et hop, tu t'envoles, tu entres dans ce métier. Un ingénieur peut facilement entrer dans le secteur bancaire. Il peut facilement entrer dans le secteur des assurances ou dans le secteur des télécoms. Il peut devenir facilement un financier, un marketiste. Il peut facilement devenir manager de n'importe quel secteur d'activité. Puisqu'il est au centre de la donnée, il comprend, au jour le jour, il traite la donnée et forcément, il comprend, il comprend le métier. Au fur et à mesure que tu traites la donnée du métier, tu finis par comprendre le métier. Et de là, maintenant, tu peux booster, tu peux hisser ta carrière dans la direction que tu souhaites. Et j'avais une question, tu as fait ressortir une notion très importante qui est un data ops. Oui. Je suis en train de voir que de nos jours en entreprise, ce qui se passe, c'est que le data ingénieur, lui, il est là. Parfois, il se retrouve en train de faire le travail du data ops. Maintenant, à côté, en entreprise, on va mettre le gars du DevOps. Comment est-ce que peut-être à un projet data, mettre le gars du DevOps à côté pour inclure un data ops proprement dit? Et quand est-ce qu'il faut impérativement privilégier le data ops comparé plutôt à celui du DevOps? Ok. Déjà, le DevOps et le DataOps, c'est vrai, les deux rôles sont très similaires dans le contexte où leur rôle, c'est de pouvoir mettre en place des systèmes qui vont automatiser un certain nombre de choses. Le DevOps a plus à voir avec les systèmes, le développement des solutions, c'est-à-dire le développement des logiciels. Le DataOps, lui, il doit mettre en place les systèmes pour automatiser euh, plus ou moins comment dirais-je, un pipeline. C'est-à-dire, le DevOps, lui, il doit se soucier des choses comme euh, 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 la compatibilité peut-être d'environnement de développement de tous les développeurs. Il doit s'assurer de mettre en place peut-être un Docker pour que tous les développeurs aient un système de développement identique pour éviter les conflits de système, les erreurs dans tout cela. Il doit se soucier de mettre en place peut-être un dépôt Git pour centraliser les codes sources et tout cela. Le DataOps, lui, il doit se soucier de mettre en place un système pour automatiser peut-être ou alors ordonnancer peut-être l'exécution de ces jobs, mettre en place un système pour automatiser, oui, disons, oui, ordonnancer, automatiser l'exécution de ces jobs et tout ça avec. Les deux fonctions je veux dire, c'est de l'automatisation, mais c'est pas très identique. Donc, c'est-à-dire, c'est un peu différent. Donc, si on dit qu'on va mettre à côté le DevOps pour mettre en place le DataOps, je sais pas si le DataOps va pouvoir. Bon, c'est vrai que oui, techniquement, il devrait pouvoir faire le travail du DevOps,
Sauf si tu es en train de dire peut-être que on prend un rôle dans l'entreprise, on lui dit, bon, tu joues le rôle en même temps du DataOps et en même temps du DevOps. Je suppose que c'est quelque chose de possible. Mais si on va regarder réellement dans le travail qui est fait exactement, c'est-à-dire qui est réellement implémenté, il y a quand même une petite différence dans ce que le gars du DevOps fait et de ce que le gars du DataOps fait. Donc, je sais pas trop si quelqu'un peut remplacer l'autre. Donc, comme je dis, ça dépend de l'entreprise. Chaque entreprise donne le job description de ses employés. Et lui, il peut décider que les développeurs font le DevOps et le data engineer fait le DataOps et il n'y a pas de personne en extra pour faire ce travail. Un autre peut décider qu'une personne fait le travail pour les deux départements. Une autre personne peut prendre deux personnes. Bon, ça dépend totalement de l'entreprise. Ok. Et j'ai une autre question par rapport à l'évolution de carrière d'un data ingénieur. Bon, Oui. tu as dit c'est quelqu'un avec le temps a plus de connaissances sur le cœur du métier et peut facilement bon la partie Chief Data Officer, oui, mais sur la partie data analysis risque, mais je trouve que bon, les salaires même d'abord dans la partie data analysis risque sont moins comparés au salaire du data ingénieur proprement dit. Est-ce que à ce niveau, on peut réellement parler d'une possible évolution de carrière pour vous? Alors, tu dis quand tu dis data analyst, tu dis data analyst. Bon, moi, quand je parlais de data analyst, Bon, je parlais, je oui, parlais, je vas-y. parlais, je parlais du data analyst métier. Donc, je veux dire, par exemple, je veux pas dire que c'est comme ça partout, mais je sais que c'est un trend général que le métier généralement a généralement un salaire, un meilleur salaire que les techniciens, la technique. Donc, c'est-à-dire, euh, Mhm. dans une banque, le data ingénieur dans une banque ne peut pas avoir le même salaire que un gestionnaire, un banquier, un gestionnaire même. C'est, c'est ce que je me dis, hein, moi, c'est ce que je pense. Je pense généralement que le Oui, métier, les entreprises donnent souvent plus de... ce que tu dis n'est pas, c'est pas faux, c'est spécifique aux banques. Moi-même, j'ai fait ce constat, c'est plus spécifique aux banques. C'est où c'est plus différent, quoi. Ok. Donc, ce que je voulais dire, c'est que tu peux quitter le technicien à un gars du métier, justement parce que tu as eu à travailler avec les données du métier et que tu as eu à commencer à comprendre comment le métier fonctionne. Tu peux quitter le technicien, c'est-à-dire toi le gars t'es ingénieur, et tu peux devenir un gars du métier et avoir un plus gros salaire si si c'est de ça que tu parles. Donc, ce sera une évolution. Si c'est en termes de salaire que tu veux voir ça, ce sera une évolution parce que bon, Oui. le salaire forcément sera meilleur. Quand je parlais d'analyste, donc c'est-à-dire devenir un analyste pour le métier. Donc tu deviens un gars du métier même. D'accord. Et j'ai une autre question. Je suis arrivé un peu en retard. Euh, Tu as parlé d'ingénierie des données. Bon, je m'attendais à voir euh, deux aspects. L'ingénieur des données, bon, les descriptions que tu as fait, c'est plus pour des solutions on-premise. Et data ingénieur cloud, aujourd'hui, si je veux conseiller à quelqu'un que, OK, il faut t'orienter vers un axe bien défini, parce que c'est qu'ici, on peut pas faire les deux en même temps. Tu me conseilles de m'orienter vers quoi exactement? Data ingénieur pour des environnements on-premise ou bien pour des cloud providers? Déjà, une petite correction, c'est possible de mélanger les deux. Si tu peux avoir du on-premise et du cloud, ça dépend des services dont tu as besoin. Hmm. Ça dépend des services dont tu as besoin. Tu peux avoir des solutions qui tournent sur des serveurs en local et tu peux utiliser certains autres services
sur le cloud. Je prends un exemple. Je sais pas trop, tu peux utiliser un cloud comme, je ne sais pas, ça dépend de l'entreprise, l'infrastructure de l'entreprise et tout ce qui va avec. Et on peut avoir une entreprise qui a des filiales dans plusieurs villes, mais qui n'ont pas un système, disons, un système qui permet, qui leur permet de qui interconnecte leurs différentes filiales, n'est-ce pas? Donc, forcément, ils veulent Hmm. faire de la BI, ils vont forcément utiliser une solution sur le cloud, en ligne. Ils vont forcément utiliser une solution parce que Oui. si leurs données doivent être centralisées et que toutes les filiales dans plusieurs pays doivent se connecter dessus et doivent avoir un truc sur le cloud, ils n'ont pas le choix. Maintenant, Ma, ma, à ma côté, question est, attends un peu, excuse-moi de te stopper. Ma question est plus orientée vers l'orientation de carrière, tu vois. oui, Ma question est plus orientée vers l'orientation de carrière. Je suis là, je viens te demander un conseil, par exemple. Vu que tu as un peu une connaissance des deux environnements et que tu as une vision globale, vision 360 de l'évolution des deux types de data ingénieurs en question. Donc, si je viens de zéro, je veux me former proprement dit pour me lancer dans la data ingénierie. Tu oui. me conseilles de me former plus pour des solutions on-premise ou bien vers du cloud par rapport aux perspectives et par rapport au, par rapport à la demande. Ok, je comprends tout à fait. Bon, personnellement, si tu veux, bon, que je te dise ceci ou ceci, euh, quand je regarde la tendance, tu es dans un newbie et tu veux entrer dans le domaine et tu veux choisir soit on-premise, soit cloud. Je vais te conseiller euh, de choisir une solution cloud et de te spécialiser là-dessus. La raison pour laquelle je dis cloud, c'est parce que, euh, étant donné le trend, il y a deux aspects à prendre en considération. Un, il y a ce que les entreprises sont prêtes à mettre en place comme ressources pour pouvoir traiter leurs données. Donc, est-ce qu'ils sont prêts à engager des spécialistes qui sont très bons en des solutions on-premise, open source? Très peu d'entreprises sont prêtes. Donc, la plupart des entreprises qui décident aujourd'hui de passer, de commencer à traiter leurs données, à faire du data engineering et tout, optent pour une solution sur le cloud. Et en te spécialisant, en étant spécialiste d'une solution de cloud, euh, tu deviens, euh, tu deviens prêt pour le marché pour le marché de l'emploi. Je dirais pour les solutions cloud. Mais à côté, si tu es quelqu'un qui veut comprendre intrinsèquement comment la chose fonctionne, euh, je te conseillerais de prendre un truc, d'apprendre un truc en premise, open source. En travaillant avec, tu vas comprendre vraiment le background de comment est-ce que tout ça fonctionne. Parce que toutes ces solutions cloud, la plupart de ces solutions cloud sont basées d'abord sur des solutions open source. Ils ont juste pris ça, ils ont amélioré, ils ont stabilisé, ils ont fait en sorte, ils ont managé. Donc, c'est-à-dire, ils offrent maintenant des services managés. Changer ça de certaine façon que tu ne vois même pas que c'est la même chose, mais si tu passes sur, je sais pas trop, sur Google Cloud, je sais pas, le SQL qui est là-bas, c'est du MySQL. Ici, c'est bon basé sur MySQL Mhm. pour faire ça. Bon, bref. La plupart de ces solutions cloud se basent sur les solutions open source. Mais, donc, comme j'ai dit, si tu veux une solution, si tu viens de commencer et que tu veux commencer une carrière et tu te demandes où le marché de l'emploi se trouve, prends une solution cloud, préférablement soit AWS ou Azure ou GCP, ce sont les trois plus populaires. Tu te formes dessus, tu fais des certifications, tu seras prêt pour le marché de l'emploi. À côté maintenant, si tu veux réellement être vraiment un expert de la chose,
entrer au fond, c'est-à-dire maîtriser la chose jusqu'au bout des doigts. C'est mieux de prendre une solution open source et implémenter, travailler dessus, voir comment ça fonctionne. Si c'est possible même de travailler en entreprise avec, travailler et là, tu gagneras beaucoup plus. C'est un peu ce que Ok, je veux dire par ça. d'accord. Joël, bon, ma question est très simple. Un As-tu... ingénieur, un ingénieur, oui, alors, je pose ma question rapidement. En fait, j'ai toujours eu du mal à situer l'ingénieur BI. Est-ce que, à ton avis, ce serait plus un ingénieur de données ou un analyste? Bon, juste peut-être pour rappel, l'ingénieur BI, c'est celui qui met en place les indicateurs de performance pour le métier ou pour le manager pour que ces derniers puissent prendre des décisions. Et pour ça, dans son travail, il est amené à mettre en place des, des pipelines de données. Il met en place un ETL qui va extraire, transformer, charger et transformer la donnée. Ça, c'est plus du ressort de l'ingénieur de données. Mais lui, en plus de ça, il va faire tout un travail d'analyse qui va consister à concevoir les algorithmes pour la mise en place des KPI, faire l'analyse dimensionnelle et tout. Donc, du coup, à ton avis, c'est plus un ingénieur BI, il est plus ingénieur de données ou c'est un analyste? S'il faut le situer. Ouais, cette question est ouais, tout à fait ça place. Donc, pour moi personnellement, un ingénieur BI, un ingénieur BI principalement, c'est un ingénieur de données. J'explique pourquoi je dis ça. L'ingénieur BI, comme tu as dit, il met en place des ETL, c'est-à-dire il extrait des données, il fait les ETL, il extrait, il transforme, dépendant des KPI qu'on lui a demandé de construire, et il construit ses KPI, il construit ses dashboards, il met à la disposition du métier. Donc, quand tout à l'heure j'ai parlé de l'ingénierie de données, j'ai dit par extension, l'ingénieur de données peut être amené aussi à préparer les données pour les analystes et à faire un certain nombre de choses que l'analyste est censé faire. Donc, c'est dans ce cadre-là que je disais, donc c'est-à-dire par extension, l'ingénieur de données peut être amené à faire le travail de l'analyste. C'est vrai que l'ingénieur BI, comme tu as dit, ces termes sont un peu ambigus. Donc, ce que tu appelles ingénieur BI tel que tu l'as décrit, c'est possible qu'il y a quelqu'un d'autre qui le décrive de façon autre et qu'une autre personne le décrive de façon autre. Mais ce que j'essaie de dire, c'est que tel que tu as décrit l'ingénieur BI, c'est un peu un mélange entre les deux. Maintenant, on peut limiter le travail. Disons que dans une organisation, on a quelqu'un qui a exactement le rôle que tu as défini. On peut retirer certains aspects du travail de l'ingénieur de données et on donne à quelqu'un d'autre. Et on retire d'autres aspects de l'analyse, c'est-à-dire on met à quelqu'un d'autre. Bon. En gros, l'ingénieur BI que tu as décrit, c'est un mélange entre les deux rôles. Et comme j'ai dit plus tôt, c'est difficile de donner, de se situer, de donner une situation exacte, de dire que l'ingénieur BI, c'est soit un ingénieur, ou soit un analyste, parce que on ne sait pas, on ne sait pas. Dans une organisation, il peut être défini comme un ingénieur de données, il peut être, on peut faire référence à lui comme l'ingénieur de données et on lui demande de faire ce travail. Dans une autre entreprise, on peut dire ça c'est un analyste et l'analyste, on lui demande d'aller chercher la donnée à la source. Donc, je ne peux pas vraiment dire que c'est tel ou tel, mais ce que je peux dire, c'est que Je veux ajouter un petit truc par rapport à ce que Joël a dit. Généralement, l'ingénieur de données s'inscrit dans ce qu'on appelle la nouvelle BI. Donc, l'ingénieur de données, en réalité, c'est un ingénieur de BI, mais dans la nouvelle BI.
C'est justement pour éviter le terme de BI qu'on a défini, on a dit ingénieur de données. Donc, il s'inscrit dans ce qu'on appelle la nouvelle BI. Ok, Alfred, je pense, je suis aligné avec toi parce que, effectivement, je pense qu'il est beaucoup plus proche du data engineer que de Allô? l'analyste. Allô? Oui. Bon, en fait, c'est vrai que quand tu dis dans la nouvelle BI, moi, bon, ça me titille un peu parce que tu dis nouvelle BI comme si, en fait, la BI est morte. Normalement, le Big Data ne fait pas la BI. Le gars, Le BI, la le BI, Big non, Data, le Big Data, pour le Big Data non, et BI, c'est pas mort. c'est un peu comme, voilà, c'est un peu comme la relation entre Big Data et le CRM. Le CRM C'est pas, était un, c'est pas mort, c'est juste que l'environnement a changé et les gens ne voulant plus utiliser les termes d'avant. On utilisait le terme ingénieur de données ou data ingénieur. Donc, en réalité, aujourd'hui, c'est que quoi, on va dire que, quand tu vas voir même dans les fiches de poste, on va dire que l'ancien BI et nouvelle BI. Et donc, quand on dit l'ancien BI, c'est le gars qu'on appelait avant que développeur BI. Et la nouvelle BI, on va dire, c'est le data ingénieur généralement. bon, ok, c'est compris. Mais bon, je vais quand même faire, en fait, en fait, je veux dire, marquer cette amalgame-là. D'accord, d'accord. Et qui normalement n'a même pas sa raison d'être parce qu'en fait, Big Data et BI, c'est pas la même chose. Et Data Warehouse, c'est pas la même chose. C'est un peu comme si tu disais Bien que sûr. Big Data et CRM. Le Data Warehouse, c'est une base métier, tout comme la base donnée du CRM. Le BI, il arrive, il se met en fait derrière et puis il peut décider que soit il va s'approvisionner dans le BI, soit il va alimenter le BI. Mais il ne remplace pas le BI forcément. S'il remplace Il le a, BI, c'est que ça fait un modèle non, conceptuel particulier que tu as. non, il peut remplacer. C'est pas comme si, Voilà qu'on est en train de se cogner dessus. je, je, Il ne remplace pas. je, J'ai compris. ok, ok, pas de souci. Donc, j'ai une question pour Joël. Oui, Achille. Donc, il y a, dans ce que tu as précisé là, il y a un endroit où tu as dit, oui, que si en fait un data engineer fait bien son boulot, alors à la fin de la journée, ce qu'il se retrouvera à faire, ce serait juste de monitorer en fait les jobs et de constater qu'ils fonctionnent bien. C'est ça, non? Je crois que j'ai pas pour parodier. Ouais, Voilà. C'est là où en fait j'ai un petit souci. Un d'accord. ingénieur et qui se trouve à faire du monitoring, est-ce que c'est pas en fait du gâchis de ressources, ça? En fait, c'est là où je vais arriver, c'est quoi? C'est qu'une fois qu'un job a été automatisé, une fois qu'un pipe a été voilà, automatisé et puis est maîtrisé par l'action, en fait, le travail du data engineer, normalement pour le monitoring, certes, le data engineer va mettre les outils monitoring, je ne refuse pas, il va les concevoir et les mettre. Mais utiliser en fait ces outils monitoring, moi je ne trouve pas que ça doit que ça soit son boulot. Il peut avoir quelqu'un qui s'appelle une équipe de monitoring, il l'envoie ça là-bas, ou bien une équipe qui gère on appelle ça quoi, la, l'opérationnel, voilà, l'opérationnel, et qui va s'occuper de ce monitoring. Non, c'est pas, moi je trouve pas que ça doit être son boulot doit être de pouvoir concevoir, mettre en place de nouveaux trucs, mais pas en fait faire de la maintenance. Je ne sais pas si tu vois ma préoccupation. Ouais, je comprends tout à fait, Achille. Ce que je voulais dire, c'est bon, c'était par abus. Ce que je voulais dire, c'était que c'était dans l'optique que, bon, si la mise en place du data pipeline, c'est l'unique, c'est-à-dire c'est le seul travail du data ingénieur, alors une fois que sa pipeline est en place, il ne doit plus avoir rien à faire. Donc, je ne dis pas que dans le job description d'un data ingénieur, uniquement la mise en place peut-être de pipeline pour la mise à disposition des données, c'est la seule chose qu'il aura à faire. Forcément, peut-être il a d'autres projets sur lesquels il travaille. Donc, une fois sa pipeline en place et automatisée, il travaille sur d'autres projets. Bon, pas forcément qu'il doit juste rester et faire du monitoring. Ce que je voulais par là dire, c'était que la mise en place des process de collecte, de traitement, d'entreposage ne devrait pas faire partie de ses activités au quotidien.
C'est-à-dire, c'est un truc qu'il doit pouvoir faire une fois et automatiser. Donc, peut-être par abus, j'ai dit, donc, il devait plus avoir rien à faire, mais non. Probablement, dans son job description, il a d'autres choses à faire. Il a peut-être des projets sur lesquels il travaille et bon, d'autres activités. C'est bon, c'est un peu ce que je voulais dire par là, pas que il devait plus avoir rien à faire. Donc là, en fait, je voulais. Ma préoccupation, c'était sur le fait que est-ce que tu acceptes que, une fois qu'il a mis en place ce job-là et qu'il s'est automatisé, que la partie monitoring, normalement, en fait, ça ne devrait pas être une solution. Donc, il devrait, en fait, balancer ça à une autre équipe. Est-ce que ça, en fait, on est d'accord au moins? Ah, ok. Bon, c'est une activité qui entre, je dirais, dans son scope. Donc maintenant, ça dépend aussi de l'entreprise. Il y a des entreprises, il y a des grosses entreprises qui ont qui ont peut-être une équipe qui monitor non seulement peut-être la mise à disposition des données, mais d'autres choses comme le réseau euh, et d'autres choses dans l'entreprise. Ils ont disons, une équipe qui s'assure du monitoring. Donc, l'architecture de l'organigramme ou alors de l'entreprise ou alors dans l'architecture de l'entreprise peut prévoir cela. Une autre entreprise peut ne pas avoir prévu cela et ça va revenir au data engineer de le faire. Mais déjà est-il que le data engineer, à mon avis, ça entre dans son scope de monitorer, ne serait-ce que euh, ce qu'il a mis en place en fait. C'est-à-dire le pipeline qu'il a mis en place, les services et, et les ressources qu'il est en train d'utiliser, qu'il puisse monitorer cela. Donc, je pense que ça entre dans son scope. D'accord, d'accord. Il peut monitorer le temps qu'il passe, en fait, pour ma part, à une équipe de production. Parce que, bon, juste pour coacher sur cet aspect-là, c'est qu'il ne faut pas négliger en fait l'aspect opérationnel. Ça peut te bouffer tout le temps, si bien que tu n'as même plus la possibilité de faire de la conception et des nouveaux développements. Si tu as en fait des incidents là-bas, en fait, tu peux passer toute ta journée à ne faire que traiter les incidents. Et là, en fait, tu as précisé quelque chose, quoi, que ce que tu as dit là, ce n'est pas ça qui peut être l'essentiel du job description du data scientist. Est-ce qu'il y a autre chose en fait que tu n'as pas dit? Bon, je veux dire, à côté de tout ce que j'ai dit, il peut être chargé des projets d'innovation, euh, toujours dans le domaine de la data. Il peut travailler sur des projets quelconques d'amélioration des solutions existantes, je ne sais pas. Et- Ok, merci. Ok, je pense qu'on est déjà presque dans les temps. Mais par contre, peut-être je peux ajouter, j'avais envie d'ajouter un peu ma contribution puisque je suis data engineer, donc je fais ça au quotidien. Donc, c'est pas une question. J'aimerais juste te parler un peu plus des challenges. Tu as une partie, l'avant-dernier slide là où tu parlais des challenges. Je pense que un des gros challenges de l'ingénieur de données, c'est de garantir la qualité de la donnée. Et un des aspects très importants de la qualité, c'est l'intégrité. Et lorsqu'on parle d'intégrité, on va voir l'intégrité physique, par exemple, c'est-à-dire empêcher que les données ne soient corrompues ou ne disparaissent suite à une panne réseau. Souvent, pour éviter que cela se produise, on peut le faire à plusieurs niveaux. On va par exemple mettre en place un DR, un disaster recovery, qui est un site secondaire qui prend le relais en cas de panne sur le site principal. On peut le faire niveau disque, par exemple, en mettant en place le système RAID qui permet de faire la redondance sur les disques. On peut faire une réplication même des données. Ça, c'est un peu niveau logiciel. C'est-à-dire, on va stocker la donnée plusieurs fois.
Bon, lorsqu'on parle d'intégrité, on voit aussi l'intégrité logique. L'intégrité logique, c'est de dire que sur toutes les étapes de la pipeline, la donnée va rester cohérente. Par exemple, à la source, on va devoir gérer l'histoire peut-être d'atomicité, c'est-à-dire empêcher enfin gérer les cas de figure, par exemple, où tu te retrouves en train de copier la donnée qui n'est pas encore prête, qui n'a pas encore fini d'être écrite. Et lorsque ça arrive, tu te retrouves en train de copier une donnée qui est partielle. Donc pour gérer ça, on va par exemple faire des end of file, on va déplacer, on peut décider de déplacer la donnée après copie, puisqu'on sait que le déplacement c'est une opération atomique. Ça va faire que une fois une fois la donnée disponible là où toi tu viens la chercher, tu es sûr qu'elle est complète. Pendant le transit, par exemple, on peut si d'un point A à un point B, on veut que la donnée reste identique, puisqu'on peut se retrouver avec des pannes réseau qui altèrent ces données-là. On peut utiliser, je sais pas trop, le système de hachage, le système qu'on utilise souvent sur certains logiciels pour tester leur intégrité. Donc, on hache l'ensemble des données des deux côtés. On teste si c'est identique d'un bout à l'autre. Un autre gros problème qu'on peut souvent avoir dans l'intégrité, qui altère l'intégrité logique, c'est les problèmes de doublons, de complétude. Bon, ça se gère très facilement en faisant en jouant sur les métadonnées. On peut avoir peut-être en entrée, lorsque la donnée est générée, on crée un certain nombre de métadonnées qui vont avoir des informations sur, par exemple, la taille du fichier, sur le nombre de lignes du fichier. Et d'un bout à l'autre, on va tester, on va cliquer ces métadonnées-là pour voir si ça reste cohérent. Voilà. Donc ça, c'est un peu quelques astuces, quelques challenges qu'on a au quotidien pour gérer la qualité de la donnée. Bon, je vais même également parler de la sécurité. Le data ingénieur aussi gère beaucoup d'aspects sécurité. Par exemple, il peut être amené à anonymiser certaines données si certaines informations sont assez sensibles. Ça peut être des données personnelles des utilisateurs. S'il faut qu'il les anonymise, c'est quelque chose qui arrive. Il le fait. Il peut être amené à crypter les données. Et là, ça nécessite vraiment des compétences en cryptographie.